Bonjour, bienvenue au balado Champ Gauche, le balado qui ne s'excusera pas de revenir à la racine des enjeux. Je suis Haroun Boisy, député de Maurice Richard à l'Assemblée nationale du Québec, et aujourd'hui, on va parler d'Amazon, du travailleuses et travailleurs d'Amazon, du lobbying d'Amazon, de la place d'Amazon dans notre société, des enjeux que ça pose pour les travailleurs évidemment, mais aussi pour notre démocratie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Charbonneau d'Attaque Québec. Bonjour Camille. Bonjour. Et Benoît Dumais d'Alliance ouvrière. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors d'abord, peut-être avant de commencer, je vous inviterai à introduire vos différentes organisations. Attaque Québec, ça mange quoi en hiver, Camille? plein de belles choses. Donc, ATTAC, en fait, c'est une organisation qui se veut altermondialiste. Elle fait partie d'un très grand réseau là, de plein d'attaques à travers le monde. Puis, ATTAC est né en 2000 au Québec. Puis, elle s'intéresse en fait aux questions qui sont au croisement, je dirais, là, des enjeux économiques, mais aussi avec une petite pointe de gauche, quoi. On parle des questions des paradis fiscaux, de la justice fiscale. On parle du lobbyisme. C'est aussi un très, très gros... une très, très grande pierre angulaire là, à l'intérieur de l'organisme. Donc, c'est pas mal ça, je dirais, là, les gros dossiers d'attaque en ce moment. Exact. Moi, je vous ai connu d'ailleurs au début des années 2000 sur les paradis fiscaux. À l'époque, vous étiez très actif. Attaque qui est née d'une taxe Tobin, n'est-ce pas, en France, où l'idée, c'était de prendre une petite partie de toutes les transactions qui se font en finance et pour pouvoir financer autre chose. D'ailleurs, le prix Nobel, je crois qu'il était prix Nobel, Monsieur Tobin, qui n'était pas de gauche, était très malheureux que Attaque reprenne ses idées. En effet. Exact. Bon, et Benoît, alors, Alliance ouvrière, c'est quoi? Oui, Alliance ouvrière, on est une organisation de travailleurs et travailleuses de la base. Donc, on est actif dans plusieurs syndicats, dans plusieurs industries. Notre mission, c'est de reconstruire un syndicalisme de classe, comme on dit, donc un syndicalisme qui est plus démocratique, plus militant, plus combatif. On pense que dans la conjoncture actuelle, c'est nécessaire que les travailleurs et travailleuses renouvellent un peu leur syndicalisme dans un truc plus combatif pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie, les attaques antisyndicales, la montée de la droite, etc. Puis pour ce faire, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut récupérer l'outil de la grève comme un outil politique, pas juste un outil qui est pour négocier les conventions collectives, mais vraiment un outil politique qui peut aider à combattre un projet de loi qui attaque nos droits, combattre les politiques qui vont contre l'environnement, plein d'affaires comme ça. Donc, c'est un peu ça notre mission. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le milieu de travail, puis on essaie de reconstruire un syndicalisme qui fait des actions directes dans les milieux de travail, etc. Et vos membres ont joué un rôle particulièrement important dans la syndicalisation chez Amazon. Oui, exactement. On avait des militants, des membres qui étaient à l'intérieur des entrepôts d'Amazon et aussi à l'extérieur qui appuyaient la syndicalisation. Exact. Toi, tu avais travaillé avant chez Amazon. Exact. J'ai fait les deux. J'ai travaillé à Amazon, j'ai été renvoyé, puis j'ai continué pendant 2 ans à organiser à l'extérieur. Ouais. On y reviendra justement. Donc aujourd'hui, on va parler d'Amazon. Peut-être, Camille, Amazon, c'est quoi ce monstre? C'est une grosse question, une question super chargée. Amazon, on la connaît principalement là, pour la fameuse plateforme qu'elle a, là, sur laquelle on achète des biens, mais c'est vraiment pas tout ce qu'elle fait. Elle vend aussi des services. Puis quand je parle de services, on ratisse large. Là. Elle est très présente dans le milieu du divertissement. Donc, notamment, elle a racheté au début des années 2010 l'entreprise Audible qui permet à des gens d'écouter des livres audio. Mais elle a aussi un énorme réseau de maisons de production là, de films, de séries et tout ça, avec Prime, qu'on connaît très bien, mais c'est vraiment pas la seule. Puis elle a aussi, elle est très présente dans le milieu du jeu vidéo, notamment avec Twitch, qui est une... Ah oui, c'est eux. Oui, c'est eux, ça appartient à Amazon. Donc, c'est une espèce de service de, vous m'excuserez l'anglicisme, là, mais de streaming de jeux vidéo en live. Donc, ça, c'est pour le divertissement, mais en plus du point de vue vente au détail, elle vend en fait ses services de livraison à des entreprises qui vendent sur sa plateforme. Donc, c'est quand même assez complexe là, ce qu'elle vend, mais on pense à la livraison. Puis, pour ce qui est plus du côté des TI, qui est clairement le domaine d'affaires qu'on connaît le moins, je pense,
dans la société dans laquelle elle est présente. Elle vend des services d'intégration en info nuagique, finalement. Là. Donc, elle fait du service conseil, mais aussi elle vend ce qu'elle appelle des solutions à des problèmes, à des entreprises et aux États, finalement, au gouvernement. Donc, pas mal partout, quoi. Avec AWS, n'est-ce pas? Amazon Exactement. Web Services, qui est le plus gros parmi, il y a 3 grands joueurs, en gros. Là, il y a Amazon avec AWS, il y a Microsoft avec Azure, et puis il y a Google. Et de loin, Amazon est numéro 1 parmi tout cela sur le marché de l'info nuagique. Évidemment, il y a Jeff Bezos qui est propriétaire, un honnête homme d'une idéologie, pour le moins qu'on puisse dire... Questionnable. Questionnable, oui, même, disons, d'extrême droite. On l'a vu dans les cérémonies avec Trump, entre autres. Absolument. Un être pas charmant, j'allais dire charmant pour faire du sarcasme, mais ça se fait très mal à la radio, le sarcasme. Donc, on va dire vraiment pas charmant. Alors... Amazon est souvent critiqué pour les conditions de travail. Toi, Benoît, tu y as travaillé entre autres. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux en parler longtemps pour essayer de faire le plus concis possible. Tu sais, je pense que si on part un peu dans le discours médiatique, tu sais, on parle beaucoup en ce moment de l'automatisation, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les milieux de travail. Puis Amazon est présenté et est à l'avant-garde de ça un peu. Puis quand tu travailles là, tu te réalises un peu, OK, c'est quoi qui s'en vient avec toutes ces technologies-là, puis comment sont utilisées. Parce que souvent, on a la vision que l'automatisation puis l'intelligence artificielle va remplacer les travailleurs. On va être remplacé, puis tout se fait tout seul. Mais quand tu rentres dans un entrepôt Amazon, tu vois en fait comment ils utilisent ces technologies-là. Tu vois en fait qu'il n'y a pas beaucoup de robots. Il n'y a pas tant de robots que ça. Moi, je travaillais dans un centre de livraison, puis il n'y en avait pas là, de robots automatisés. Ce que tu as, c'est beaucoup plus... Des algorithmes de surveillance, des méthodes de surveiller les travailleurs et tout ça. Toute la gestion des travailleurs, en fait, est faite par, je ne sais pas les bons mots, mais peut-être un algorithme ou une application, un site web là, un peu qui track tout ça. Puis c'est ça qui va mettre la pression sur tous les travailleurs, à plusieurs niveaux. Donc, plutôt que d'utiliser les nouvelles technologies pour rendre le travail peut-être plus facile, plus agréable, ben en fait, ça devient un outil pour intensifier l'exploitation des travailleurs. C'est de l'aliénation rendu là. Exact. Donc, pour prendre quelques exemples, la première chose qui encadre ce travail-là, c'est tout le rate, ce qu'ils appellent. Donc, c'est la rapidité dans laquelle tu vas traiter les colis. Donc, pour faire ça, tu as un téléphone tapé sur le bras, tu as un scanner sur le bout du doigt, puis tous tes gestes que tu fais mécaniquement, donc tu vas prendre une boîte, le mettre dans un sac, etc., tu dois la faire virtuellement aussi. Donc, tu scannes le paquet de où tu le prends et tu scannes le paquet où tu le mets. Comme ça, tout peut suivre qui a déplacé quelle boîte, où, comment, pourquoi. Ça te crée un rate, c'est une rapidité, une efficacité. Puis, basé là-dessus, tu peux avoir des productivity warnings, qu'ils appellent. Désolé, l'anglicisme, tout est en anglais à Amazon, c'est fait que correct. je vais utiliser beaucoup d'anglicisme. Des alertes de productivité. Des alertes de productivité, exactement. Bon, donc ça, c'est un système qui va surveiller s'ils vont savoir si t'es aux toilettes. Là, ils vont te dire, tu vas trop souvent aux toilettes. Pourquoi t'es aux toilettes au milieu de ton shift? Puis là, t'es dans le tiers du bas dans ton rate. Fait que là, faut aller plus vite, etc. Puis tout ce système-là est tracké. À partir de là, dès que tu as une blessure au travail qui arrive parce que tu as un rythme vraiment soutenu, ben, nécessairement, ton rythme de travail va descendre. Et là, tout d'un coup, tu as des alertes de productivité automatique, parce que c'est pas un gestionnaire qui te dit. Puis rendu à 3, ben t'es renvoyé. Ensuite, tu as par exemple... Puis t'es renvoyé automatiquement dans mes souvenirs. Là. Oui, exactement. Ton badge, il s'annule, tu peux plus rentrer. Puis là, tu reçois un courriel. Puis là, t'as pas manière d'appeler l'entreprise parce qu'il n'y a pas de téléphone pour rejoindre les ressources humaines. Parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources humaines à Amazon. T'en as un gars qui est là. Puis lui, il gère l'espèce d'algorithme qui donne les avertissements et tout. Donc, tout se fait automatiquement en premier. Et là, si tu veux garder ton emploi, il faut que tu réussisses à parler aux ressources humaines, ce qui est pratiquement impossible, pour essayer de le sauver. C'est incroyable. C'est fou. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gestionnaires qui sont les machines et les travailleurs continuent à travailler. Exactement. Je me demande, juste une question, je ne sais pas si tu es au courant, est-ce que c'est légal, ce genre de surveillance-là des employés? Parce que j'avais vu qu'en France, Amazon avait dû payer comme une affaire comme 32 millions de dollars, millions d'euros pour l'utilisation de ce logiciel-là qui semblait pas être légal selon les autorités françaises. Est-ce que vous savez si c'est légal? J'ai aucune idée. Je ne suis pas un juriste ou rien. Je pense pas qu'il y a aucune norme du travail qui était nécessairement brisée, de ce que je sais.
Puis de ce que le problème de ces compagnies-là, c'est que ils ont l'approche de break things first, apologize after. Là, c'est-à-dire Exactement. que comme ils vont là où personne n'est encore jamais allé, il y a souvent un no man's land juridique. Ouais, juridique. Et ils font ça, c'était vrai pour Uber aussi, c'est vrai. C'est pour Airbnb, je veux dire, c'est plein d'algorithmes qui font bien des affaires et après, il faut courir derrière comme législateur s'il y a une envie. On en reviendra. On va parler de notre camarade Boulet. Pour ajouter, exactement. Mais pour ajouter là-dessus, c'est un bon exemple de ça, c'est leur système de badge. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, mais il y avait le système de badge blanc, badge bleu. Oui. Badge blanc, on dit que c'est saisonnier. Donc, tu as quelqu'un qui vient travailler pour 3 mois dans la saison haute, mettons à l'hiver ou à l'été, puis tu t'en vas par la suite. Donc ça, techniquement, c'est légal. Tu peux embaucher quelqu'un qui est saisonnier. Mais en réalité, tout le monde qui rentre à Amazon rentre saisonnier en premier. Donc là, tu fais ton 3 mois, 2 mois, 1 mois, dépendamment de ton contrat. Puis là, par la suite, tu attends ton badge bleu, ta permanence. Ils vont dire, OK, on va t'étendre d'1 mois. Ça, on va t'étendre d'1 mois. C'est tout le temps des contrats séparés. Donc là, on te signe un contrat chaque mois, mettons. Puis là, tu vas le savoir tout le temps 2 jours à l'avance si tu as un emploi que tu suis. Après, donc là, souvent, ça va durer à peu près 10 à 12 mois que tu fais un badge blanc avant d'avoir ton badge bleu. Mais des fois, ça peut prendre 1 mois, tu l'as. Puis là, quand tu demandes au gestionnaire, je vais-tu avoir un badge bleu? Ah, je sais pas. Parce que c'est l'algorithme en haut qui décide. C'est jamais. Il n'y a personne qui décide à Amazon. Ça, jugement critique, quoi. Donc, ça, tu sais, c'est pas vraiment légal. Tu twistes la loi vraiment. C'est difficile à prouver, mais tu sais, eux vont dire, ben non, mais j'ai des contrats saisonniers, puis éventuellement, je donne la permanence dépendamment du nombre de permanents que je veux. Mais en même temps, tu as quelqu'un qui va travailler pendant 1 mois non-stop à une place sans avoir davantage des assurances, une sécurité d'emploi, quoi que ce soit. Puis là, après ça, ben, tout d'un coup, si tu t'es blessé après 6 mois puis tu es encore badge blanc, ben, ils peuvent mettre fin à ton contrat parce que c'est la fin de ton contrat. C'est pas discriminatoire parce que c'est pas à cause que tu t'es blessé. Et ils payent combien de l'heure quand on commence? Ben, ça a varié à travers les années. Là. Quand je suis rentré, c'était 17,60 $, mais vers la fin, c'était 19-20 $, même 21 $, je pense, avant la fermeture d'Amazon. Ouais. OK. Ouais. Aïe, yoï. C'est intéressant ce que tu dis, que c'est à l'avant-garde de ce qui nous attend pour le reste. Moi, j'ai été en informatique pendant très longtemps et puis une de mes jobs, c'était d'optimiser le travail des gens. Je m'en excuse pour un certain... Mais bon, c'est quand même très utile, l'informatique. Et puis, j'ai vu l'industrie changer dans les années 2000. Quand on travaillait avec les gestionnaires ou avec l'exécutif, l'idée c'était de dire, voici notre processus, il y a telle affaire qu'on fait trop souvent, c'est répétitif, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose dans le processus humain qu'on pourrait automatiser? Et en fait, au fur et à mesure des années, quand on est rendu à faire des processus entièrement virtuels, entièrement numériques, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que le processus, c'était entièrement la machine et il y avait un certain nombre d'étapes où la machine n'est pas capable de faire ce que l'être humain est capable de faire, fait qu'en fin de compte, c'est l'humain qui sert le processus de la machine et pas l'inverse. Et puis ça s'accélère à toute vitesse. Et à l'époque, en plus, les questions d'intelligence artificielle où on est capable d'avoir autre chose. La plupart de l'automatisation, c'était s'il y a telle affaire, tu fais telle autre affaire, etc. Mais l'intelligence artificielle fonctionne autrement, fonctionne à l'intuition, en gros. Là. Et du coup, ça prend les autres parties de job qui ne pouvaient pas être automatisées avant. Et tout ceci est effrayant. Rappelons qu'un algorithme ne paye pas d'impôts parce qu'il n'a pas de salaire, n'est-ce pas? Et donc, en plus, ça vide les caisses de l'État. Tu as parlé, Camille, de la place d'Amazon dans le monde. Comment ça se passe au Canada? C'est quoi l'empreinte de la compagnie ici? Oui, c'est une super bonne question. Donc, en fait, pour revenir un petit peu à comment Amazon fonctionne, d'un point de vue financier, elle a une structure assez particulière qui l'avantage vraiment, c'est-à-dire qu'elle a 3 divisions. Donc, elle a la division internationale qui comprend ses activités à travers le monde. Elle a aussi la division Amazon Web Services qui... Elle existe à part entière. Puis elle a la division, évidemment, Amazon North America. Donc, c'est les activités au Canada puis aux États-Unis. Ce qui fait qu'en fait, puisqu'il y a juste une filiale qui est en bourse, elle n'est pas tenue de vraiment expliquer les deux autres filiales, donc la filiale à l'international et la filiale d'Amazon Web Services. Après ça, au Canada, Amazon a été créé en 2002. Mais elle a commencé vraiment à faire des choses au début des années 2010, quand Ottawa a donné son aval. Ces liens sont vraiment
Vraiment plus avec, évidemment, avec ce qui s'est passé en janvier 2025, là, mais même avant, ont toujours été un peu plus forts avec le reste du Canada qu'avec le Québec. L'Ontario, je veux dire, on parle de dizaines de milliers d'employés dès le début. Le gouvernement de l'Ontario et Amazon ont des liens très, 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 très serrés. Là. Il y a des programmes qui ont été développés là-bas dans les universités puis dans les collèges qui offrent, en fait, là, de la formation Amazon pour travailler en info nuagique. Donc, l'Ontario, très gros hub. Puis, dans les dernières années, il y a eu aussi un développement du côté ouest. Donc, Amazon Web Services, en fait, maintenant, elle est incorporée en Colombie-Britannique. Je suspecte que c'est parce que c'est le meilleur régime fiscal qu'on lui offre au Canada. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, tout ce qui est culturel aussi a vraiment plus lieu dans l'ouest du Canada que dans l'est. Donc, pas mal, la plupart des studios là, de tournage, de séries, de films ont leur place dans les prairies. Puis, un peu aussi aux alentours de Toronto, mais beaucoup en Colombie-Britannique. Là. Donc, ça ressemble un peu à ça. Là. Dans mes souvenirs, il y avait 2 gros centres de données, un à Québec et un à Montréal pour AWS, mais peut-être je me trompe. En tout cas, il y en avait au moins un à Montréal. Il y en a un à Varennes. Oui, à Varennes. Puis d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que c'est le premier centre de données d'Amazon au Canada. Puis c'est une information qui a été médiatisée il y a des années, mais on l'a un peu oublié, mais c'est Hydro-Québec qui a été chercher Amazon. C'est elle qui était comme, venez, nous voulons vous rencontrer, nous voulons vous vanter finalement là, les mérites de l'hydroélectricité, de comment ça coûte pas cher à produire. Puis c'est à partir de là que la relation d'affaires s'est construite. Là, je pense qu'ils avaient rencontré, les dirigeants d'Hydro-Québec ont rencontré les dirigeants d'Amazon à la fin 2015, là, à l'automne 2015, puis en 2016, déjà, le projet là, de Varennes voyait le jour. Là, juste à côté d'un centre d'Hydro-Québec. Un gros 250 mètres du centre de recherche de l'IREC, centre de recherche Hydro-Québec. Oui. Rappelons qu'à l'époque, Hydro-Québec pensait avoir d'énormes surplus d'électricité grâce à la vision incroyable de nos dirigeants qui n'avaient pas prévu qu'il faudrait peut-être un jour atteindre la carboneutralité, parce que c'est ça le centre de l'idée de dire qu'on a trop d'électricité, c'est qu'on n'a jamais prévu se débarrasser du pétrole fossile. Et quelques années plus tard, donc, on apprend qu'on en manque. Et quelques années plus tard, donc en fait, il y a juste 2 ans, même pas, il y a 1 an et demi, le gouvernement a annoncé des nouveaux centres de données avec l'électricité qui voudraient payer plus cher. C'est une catastrophe dont on ne parlera pas. Ce n'est pas le sujet de ce podcast. On en aurait beaucoup à dire, ça, c'est certain. Exact. Mais on en a un peu parlé sur un podcast qu'on a fait sur l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller l'écouter. Donc, une implantation qui s'est fait graduelle. Et vous avez réussi quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Aux conséquences politiques importantes, je pense, c'est d'avoir réussi à syndiquer. Et Dieu sait que Amazon déteste la syndication. On en parlera un peu sur ce qui s'est passé aux États-Unis, mais commençons par comment s'est passé le processus. Oui, ça a été un long processus. Je veux dire, du côté de la CSN, ils ont commencé une campagne de syndicalisation, il me semble, en 2020-2021, avec Gulder à la Chine. Moi, mon histoire commence plus en 2022, quand j'ai commencé à travailler à Amazon, puis que j'ai contacté la CSN pour commencer un processus de syndicalisation. Puis dans toute cette histoire-là qui va passer de 2022 jusqu'à la syndicalisation en 2024, jusqu'à la fermeture en 2025, c'est comme 3 années complètes, on a toute une série de facteurs qui étaient nécessaires pour qu'on ait réussi à syndiquer. Puis, je mettrais 3 principaux, surtout sur l'histoire à Laval, l'entrepôt à Laval que j'ai travaillé puis qu'il y a eu le syndicat. La première, c'est les méthodes qu'on a utilisées pour syndiquer ne sont pas nécessairement les méthodes traditionnelles que les syndicats utilisent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes qui, techniquement, se reposent beaucoup sur des bénévoles, des militants bénévoles, sur de l'argent de longue haleine qui sont déployés sur 2 ans sans garantie qu'il y aura des cotisations qui reviennent finalement. Donc, ça, il faut comprendre que c'est quand même une syndication qui a eu lieu parce qu'on a essayé des méthodes différentes. Donc, d'un côté, on a les militants d'Alliance ouvrière qui en avaient à l'intérieur, il y en avait à l'extérieur qui étaient là pour aider, sans paye, sans rien. On avait la CSN qui était prête à tester des nouvelles méthodes, du moins certaines personnes prendre à la le CSN. risque, parce qu'il y avait un risque, en fait. Exact, il y a un risque. Tu dépenses de l'argent sans jamais avoir des cotisations. Je veux dire, c'est pas ça l'objectif principal d'un syndicat, mais je veux dire, ça reste que quand tu dépenses, mettons, je sais pas, 1 million pour une campagne, puis au final, tu n'as rien, mais c'est un peu 1 million de perdu que tu aurais pu dépenser à autre chose. Ensuite, tu as le Centre des travailleurs immigrants qui ont fait du travail pour toutes les campagnes de syndicalisation pour aider les travailleurs avec un problème avec la CNESST, la représentation auprès des élus, toutes ces choses-là.
l'UTAM qui a aidé les travailleurs accidentés, qui va continuer à les aider, ceux qui sont dans les entrepôts d'Intelcom. L'Étoile du Nord, un média indépendant qui a aidé beaucoup à faire des sondages auprès des travailleurs, récolter des contacts, médiatiser l'enjeu. Donc, on a tout cet écosystème-là qui incluait différentes organisations qui a permis d'avoir un rythme soutenu-là qui a duré pendant plusieurs années. Puis ça, pour nous, Alliance ouvrière, c'est notre modèle pour syndiquer. On pense qu'il faut avoir beaucoup de militants terrain pour attaquer des bêtes comme Amazon puis des places qui sont comme des bastions de l'antisyndicalisme. On peut pas juste s'attendre que, naturellement, les travailleurs, un jour, ils signent des cartes à la PLT parce que c'est un environnement tellement oppressif puis dans lequel la peur règne. Il faut percer ça avec beaucoup d'efforts puis de dire qu'on est derrière vous, on va vous aider, puis de dire c'est correct de réaliser que ta situation est inacceptable. Parce que plus que beaucoup, c'est des travailleurs immigrants qui viennent d'arriver, mais c'est pas le premier réflexe que tu as de dire je vais me lever puis commencer à exiger plus. Alors que c'est des situations complètement inacceptables. Donc ça, c'est le premier facteur, je pense, c'est la méthode qu'on a utilisée. Ensuite, les deux autres choses, c'est un peu comme qui relèvent un peu de la chance, ou du moins, on pourrait dire, de conditions objectives inévitables. La première, c'est, en fond, à Amazon, à chaque année, tu as un renouvellement des employés. Parce que ça se blesse, puis le système d'Amazon veut un taux de roulement très, très élevé. Donc, quand tu commences une équipe de syndicalisation, tu le sais que ça va être temporaire, puis que tu as à peu près 1 an pour réussir à monter ta campagne, puis à réussir à déposer pour un syndicat. Un des objectifs de Syndicat Amazon, c'était aussi d'arrêter ce turnover-là, de rendre ça une job que le monde peut faire pendant plusieurs années. Donc, ça, c'était un des défis. Mais, ironiquement, en 2023-24, dans la dernière vague de syndication qu'on a faite, ça a été un avantage. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'on a eu une vague d'embauche de Tchadiens, d'immigrants récents qui venaient du Tchad. C'est tous des gens qui venaient de peut-être immigrer dans les 6-7 derniers mois, parce qu'il y avait eu au Tchad là, un putsch militaire, puis beaucoup des gens qui défendaient une république laïque là-bas ont été, en fond, menacés d'être tués. Ils sont beaucoup arrivés à Montréal. Pour certains, des milliers de Tchadiens sont arrivés à Montréal en 2022-2023. Donc, on se ramasse avec peut-être quasiment la moitié de l'entrepôt de Laval qui devient juste des Tchadiens. Et ils sont révélés des camarades très combatifs et qui n'avaient pas peur, même s'ils venaient d'arriver au Canada, d'exiger plus. Parce qu'aussi, il y avait une culture politique dans leur pays. Tu sais, des fois, on pense que les immigrants arrivent ici puis ils sont dénudés d'expériences politiques, alors que dans leur pays, il y en a plusieurs qui ont des expériences politiques, et ce fut le cas pour eux. Et leur adhésion au projet syndical qu'on leur a proposé a fait en sorte qu'on a pu atteindre la majorité, puis ça a créé la confiance à travers tout l'entrepôt, parce qu'il y avait une communauté qui se disait non, on a le droit de se tenir debout, puis ça l'a percolé aussi. Ça, c'est le deuxième facteur. Puis, troisième facteur, c'est Amazon eux-mêmes qui, à chaque année, ça devenait pire en pire de travailler à Amazon. En l'automne 2023, il a introduit l'ADTA. L'ADTA, c'est un convoyeur automatisé qui va, plutôt qu'avoir des gens qui prennent les paquets directement sur le convoyeur pour les trier, c'est comme un scanner automatique qui vient pousser ça dans différentes allées. Exact. Donc, cet ADTA-là fait en sorte que le travail devient intensifié, en fait. Là, il faut que tu travailles essentiellement, pas 2 fois plus vite, mais un rythme très, 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 très plus accéléré. Très soutenu. Puis, ça augmente plus de blessures parce que là, le robot met les paquets très bas, il faut que tu te penches, etc. Puis là, les gestionnaires étaient très agressifs sur non, Amazon nous a demandé de fonctionner comme ça, on va pas réduire la charge de travail, etc. Oh, wow. Ça a causé beaucoup, beaucoup d'insatisfaction, une augmentation du taux de blessure. Donc, on avait notre campagne qui renaît depuis peut-être 1 an et demi, qui prenait dans l'ampleur, on avait un comité qui se formait, les Tchadiens qui arrivent, puis cette introduction-là d'une nouvelle machine dans l'entrepôt a fait comme le mix parfait pour que vraiment ça décolle, puis que là, les gens y en aient assez, puis qu'ils se syndiquent. Je fais pas la chronologie au complet, parce que c'est compliqué, fait que j'aime ça plutôt mettre les éléments qui ont été déterminants. C'est très bon. D'ailleurs, la première réflexion de Amazon, c'était de contester le résultat de votre syndication. Oui, exactement. Ils ont contesté même le Code du travail du Québec. Là. Vous pourrez nous dire exactement là, les articles et tout, mais essentiellement, au Québec, on a le card check qu'on appelle. Donc, c'est si tu signes 50% plus 1 des cartes de membres, tu es syndiqué automatiquement. Comparé, mettons, un modèle comme l'Ontario, où est-ce qu'il faut que tu signes tes cartes, puis ensuite, il y a un vote. C'est comme s'il faut que tu votes 2 fois au final. Ça donne l'opportunité à l'employeur de faire une campagne, en fait, contre la syndicalisation.
Donc, eux, ils contestent ça comme quoi le card check, c'est antidémocratique, ça brime aussi, c'est ça. Ça a été rejeté par le tribunal assez vite. Là. Mais oui, c'était leur première tentative, c'était d'attaquer le Code du travail du Québec. Oui, exact. D'ailleurs, c'est incroyable. Ouais, un employeur se donne ce droit-là. Là. Oui, d'ailleurs, même il y a eu les autres expériences aux États-Unis. Oui, mon Dieu, ça a été... Peut-être tu peux nous en parler un peu. Mais oui, bien sûr. Ben, ça a commencé dans le sud des États-Unis, si je ne m'abuse. Là. La chronologie, moi, je dois avouer qu'en termes d'années, je ne suis pas certaine, mais je pense que le premier État, c'était l'Alabama qui a essayé de se syndicaliser. Échec total. Puis ensuite de ça, il y a eu des tentatives un peu partout. Là. Si je ne me trompe pas, il y en a eu... sur la côte Est et sur la côte Ouest, les villes exactes, je ne m'avancerai pas parce que je ne veux pas me tromper. Mais en fait, ça n'a juste jamais fonctionné, quoi. Puis à ce jour, je pense qu'il y a un seul entrepôt aux États-Unis qui est syndicalisé. Puis c'est l'entrepôt... Oh mon Dieu, JFK à New York. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et c'est le seul, en fait. Puis cette organisation-là est assez extraordinaire. Là, elle aussi, c'est une espèce de parfaite tempête. Là. Je connais pas tous les détails, là, mais un peu dans la même veine que ce que vous avez vécu au Québec. Il faut vraiment que tout s'imbrique, tout soit dans tout pour que ça fonctionne. Là. Puis les tentatives de censure sont nombreuses. Puis les moyens là, financiers auxquels Amazon fait appel pour tout faire, finalement, là, pour contrer. Là, c'est un droit totalement légitime. Puis dans ce contexte-là, c'est complètement... En tout cas, ça déshumanise le travail. Fait que pour moi, c'est comme on ajoute l'insulte à l'injure. Là, on crée un environnement qui n'est pas viable, mais on veut surtout pas non plus vous donner des conditions où est-ce que ça peut, moyennant certaines négociations, devenir gérable. Parce que je trouve ça complètement... Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, plusieurs choses, là, mais sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est pourquoi Amazon est aussi anti-syndical, parce que beaucoup de multinationales ont accepté c'est vrai. d'avoir un syndicat, puis ils vont essayer de le briser quand même, ils vont essayer de rien donner, ils vont peut-être essayer même d'avoir un syndicat qui est inefficace ou inoffensif, parce qu'il y a beaucoup de places que tu as des syndicats sur papier, mais en réalité, ces syndicats-là sont pas très combatif, puis il fait des deals avec l'employeur. Partout dans le monde, ça existe, ce type de syndicat-là. Donc, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire ça? Parce que, quant à moi, leur modèle même fait qu'un syndicat, c'est incompatible avec leur modèle. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer. Ils pourraient payer 35$ leurs travailleurs, je pense qu'ils s'en calisseraient, excusez-moi l'expression. Mais c'est vraiment la question de contrôle absolu sur l'organisation du travail. Parce que même le syndicat le plus mou va mettre un cadre de gars, après 3 mois, tu as ta permanence. Puis ça, c'est les pires trucs pour Amazon, c'est de dire, OK, j'ai un employé qu'après 3 mois, je peux pas renvoyer. Parce que là, tu peux plus avoir le même modèle de travail parce que cette organisation-là de travail fait en sorte que nécessairement, tu vas te blesser en 1 an, si tu es chanceux, 2 ans. Puis après 5 ans, tu peux plus faire cet emploi-là. C'est pratiquement impossible, à moins que tu aies réussi à te placer dans un poste. Il y a une petite minorité qui trouve des postes moins difficiles physiquement. Mais Amazon veut un taux de roulement, je pense que c'est 95% sur 4 ans ou 5 ans. Il y a des rapports internes là, qu'on peut aller voir pour ça. Puis le 5%, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut les promouvoir ou les mettre dans des postes pour les pacifier un peu. T'sais. Fait qu'il y a vraiment cette stratégie-là qui, en fait, c'est complètement incompatible avec n'importe quelle vision du syndicalisme. Fait que c'est pas une question... Oui, c'est une question d'argent, mais c'est surtout la question du contrôle absolu de la main-d'œuvre. Parce qu'un des systèmes qu'il y avait, qui appelait le VTO, le Voluntary Time Off, c'est que dès qu'ils voyaient qu'il y avait plus d'employés que lorsque leur algorithme disait qu'il était optimal dans l'entrepôt, ils disaient aux gens, si vous voulez partir du chiffre, vous pouvez. Là, tu pouvais juste quitter après, mettons, 4 heures de travail. Puis là, vu que c'est un travail difficile, il y a beaucoup de monde qui le prenait. T'es pas payé pendant ce temps-là. Fait qu'eux, ils réduisent leur masse salariale. Et ça fait qu'ils gardent tout le temps un ratio optimal de nombre de paquets et d'employés. Et toute cette manière-là de fonctionner qui était compatible avec le syndicalisme. Donc, je pense que c'est pour ça que cette compagnie-là est encore plus hostile que même Walmart, là, qui a été syndiqué récemment en Ontario. Puis eux, ils ont eu des gains salariaux, 5$ de l'heure. Mais même Walmart a moins, je crois, ce système-là de gestion du nombre de travailleurs constant. Parce que d'une journée à l'autre, dans Amazon, là, tu vas avoir 50 travailleurs, ça, 150. Ça peut beaucoup varier d'une journée à l'autre, dépendamment du nombre de colis. T'sais. C'est intéressant parce que je peux pas m'empêcher de penser au fait que peut-être qu'on va voir ce genre de dynamique-là s'installer avec l'IA qui s'en vient dans l'automatisation dans les entrepôts. Là. Peut-être qu'il va y avoir d'autres cas d'Amazon ailleurs. Ça, le plan de Walmart, et puis ça ferait un très bon autre podcast, c'est vraiment toute la chaîne d'approvisionnement et de manger tous les gains de ceux qui arrivent avant que ça arrive chez eux. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins agressifs avec
leurs syndicats, leurs travailleurs. Ils sont très agressifs quand même. Oui, oui. Mais Juste pas autant qu'Amazon. ils n'ont pas fermé. Là. Mais ceux qui donnent je veux dire, la matière qui est vendue à Walmart, ils se font squeezer. Là, ils sont obligés d'ouvrir tout leur livre et tout pour que chacun des gains possibles se retrouve en fait accaparé par la multinationale. Mais bref, ça ferait l'objet d'un autre très bon podcast parce que c'est tous des salauds, mais différemment. Ils se méritent des podcasts. Et là, donc vous gagnez et Amazon ferme. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Je veux dire, comment on en arrive là? Comment vous l'apprenez? Qu'est-ce qui se passe après? Comment on l'apprend? Je sais que moi, je me suis réveillé par un travailleur qui m'appelle, qui dit Chris, Amazon ferme tous les entrepôts au Québec. J'en reviens pas, tu sais. Puis ce matin-là, il était supposé avoir une séance de négociation entre Amazon et le syndicat, qui était supposé être le moment où l'impasse est reconnue dans les négociations et donc on ferait l'appel à l'arbitrage de première convention collective. Puis toutes ces fermetures-là, c'est vraiment, quant à moi, après je vais parler de mon opinion maintenant, parce que tout ça est dans les tribunaux, puis la vérité, on le saura, les tribunaux décideront. Fait que ça, je fais juste dire mon opinion. Mais quant à moi, tout ça, c'est vraiment lié à le Code du travail du Québec qui assure l'arbitrage de première convention collective. Donc, s'il y a une impasse dans les négociations, une première convention collective, l'État va essentiellement imposer un arbitre qui va imposer, lui, une convention collective au syndicat et à l'employeur. Donc, si l'employeur ne veut pas négocier, il va avoir une première convention collective. C'est inévitable au Québec. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-unis. GFK8, si je ne m'abuse, ils n'ont toujours pas de contrat de travail. Non, en effet. En Italie, il y a des syndicats Amazon, toujours pas de contrat de travail. Ils n'ont pas fermé là-bas. Puis nous, on se disait, on ne va pas fermer, ils n'ont pas fermé ailleurs. Ils vont utiliser d'autres stratégies pour briser le syndicat. Mais je pense que cette notion-là au Québec qu'on a, qui est quand même assez particulière, a fait en sorte qu'Amazon dit non. Parce que là, si c'est le premier contrat de travail, mettons en Amérique du Nord, ça va faire boule de neige. Les autres entrepôts du Québec vont syndiquer. Après ça, l'Ontario, le nord des États-Unis, ça va être vu comme un exemple de regarder, on a gagné 5$ de l'heure, on a enlevé les badges blancs, des choses comme ça qui pourraient être imposées, qui terrifient Amazon, en fait. Quant à moi, c'est cette décision-là, cette vision-là qui ont dit que ça coûte moins cher de tout fermer nos opérations au Québec que ça percole à travers le reste de l'Amérique du Nord. Ce risque-là que le risque. C'est pour eux, c'est un risque, mais en tout cas. Oui, mais c'est ça. Donc, moi, c'est mon analyse personnelle de ça. On verra ce que les tribunaux en disent, mais c'est comment je vois ça. Et la réponse des gouvernements, c'était quoi? Ça a été un peu nul à chier. Il faut se mettre en contexte aussi. La semaine des fermetures d'Amazon, c'est quelque chose. Parce que quelques jours avant, Jeff Bezos comment ça s'appelle quand Trump est certifié président? L'inauguration. L'inauguration, tu avais Jeff Bezos en arrière. Après ça, Amazon ferme. Là, Jean Boulet débarque, puis il met le projet de loi 89 sur la table. Fait que t'es comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, Jeff Bezos, le grand capitaliste woke, devient un partisan de Trump, ce qui était quand même un grand shift. Là. Puis les fermetures, puis là, on a une attaque historique sur le droit de grève au Québec. Fait que ça c'était le ton un peu de OK, on est rendu là. Fait que c'était toute une semaine quand même. Puis, sans surprise, les gouvernements, à part que certaines sorties publiques au début, parce que c'était aussi l'espèce de nationalisme canadien, là, l'air un peu là, qui a mené à Carney à être élu. Là. C'était comme, OK, on va arrêter d'acheter sur Amazon. On n'a jamais vu de preuve que ça a été fait dans les ministères. Moi, je doute que... On va en parler avec Camille. Ouais, peut-être que tu as des sources là-dessus, mais ils n'ont jamais voulu nous rencontrer, ils n'ont jamais voulu appuyer le boycott, ils n'ont jamais voulu faire des programmes de requalification pour les travailleurs. Parce que, techniquement, quand ça ferme, tu es supposé avoir là, tout un système pour aider à requalifier, tout ça, puis supposé s'assurer que l'employeur le fasse. Ce que Amazon a fait ne respectait aucun des critères. Mais le ministère de l'Emploi et je sais pas trop quoi avait dit non, c'est correct, ça répond aux critères, on a fait ci, on a fait ça. Puis il n'y a eu aucune aide pour retrouver des emplois aux travailleurs. C'était une application qui t'aidait à faire un CV. Là, c'est vraiment un scandale. Nous, on demandait au ministre, mais pourquoi on ne ferait pas, mettons, un programme, là, vous avez besoin de tel type d'employés, faites un DEP là, qu'on peut payer, on envoie 1000 travailleurs se faire requalifier, mettons, en telle affaire. En industrie de la construction, en santé, peu importe là, des besoins qu'on a. Pourquoi on ferait pas ça? Au minimum, tu peux pas me dire que tu peux pas faire ça. Absolument. C'est vraiment choquant. Là. Ouais.
Donc, un gouvernement qui ne répond pas à vos demandes et qui ne vous rencontre pas. Exact. Mais est-ce qu'il rencontre Amazon, ce gouvernement, chère Camille? Ah, mon Dieu, oui. Mon Dieu. Juste pour peut-être contextualiser, donc Attaque, en fait, travaille sur ce dossier-là depuis plusieurs mois maintenant. On va lancer cet automne un document qui va vraiment expliquer en détail espèce de débandade gouvernementale, autant au fédéral qu'au provincial, qu'Amazon a entrepris depuis maintenant, ça fait maintenant 10 ans qu'il a fait du lobbying autant au fédéral qu'au provincial. Puis, donc, c'est sûr qu'il y a certains trucs que je vais répondre à votre question sans nécessairement y répondre clairement parce qu'il y a des petits scoops que je veux garder. Mais dans les faits, oui, évidemment, Amazon n'a jamais arrêté de continuer de faire son lobbying au fédéral et au provincial. Puis là, je vais aller chercher mes petites statistiques qui choquent, là. Donc, on parle, en fait, là, on parle au fédéral de près de 600 contrats. Puis là, je m'excuse. Donc, oui, Amazon fait du lobbying auprès des deux gouvernements, le gouvernement fédéral et provincial. Elle fait du lobbying direct, donc le bon vieux, nous allons vous rencontrer, nous allons vous présenter à quel point nous sommes les meilleurs et vous avez besoin de nous. Au provincial, on parle d'une équipe de près de 50 lobbyistes qui viennent, en fait, là... Puis ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation au provincial, elle est... très peu contraignante. C'est-à-dire que on a des firmes de lobbyisme conseil, donc c'est des entreprises qui offrent des services de lobbyisme, qui, elles, en fait, ont un lobbyiste qui est responsable du mandat, là, finalement, là, c'est lui le point de contact avec Amazon, puis c'est lui qui doit s'enregistrer. Moi, malheureusement, c'est pas possible sur la façon dont le site est construit, c'est pas possible d'extraire à même le site de Lobbyisme Québec l'équipe complète. Donc ça, c'est 50 personnes et leurs équipes. Donc, il n'y a pas moyen de savoir la quantité de gens, à part si je vais vraiment dans chacun des mandats, je rentre, je prends les noms, puis là, je les copie manuellement. En tout cas, c'est vraiment... Ça, c'est pour une autre histoire aussi. Là. J'ai beaucoup de frustration envers le Lobbyisme Québec là, qui ne rend pas l'information accessible facilement. Donc ça, c'est au provincial. On parle de 46 lobbyistes, mais on parle seulement de 4 grosses firmes. Donc, tu sais, Amazon a ses partenaires de lobbyisme, fait affaire avec eux pas mal tout le temps avec les mêmes ou presque. Puis c'est des cycles. Puis ça, si jamais les gens veulent aller voir, ils pourront aller regarder là, le rapport qu'on va sortir, mais vraiment, ça va être visuel, puis ça va être super le fun, puis ça va être facile de comprendre là, finalement comment il fonctionne dans son démarchage auprès des titulaires de charges publiques. Puis au fédéral, c'est encore pire. Hein. Honnêtement, là, ça n'a aucun bon sens. T'sais, au provincial, après la fermeture des entrepôts, il y a quand même eu une certaine... Je ne sais pas comment appeler ça, là, une certaine gêne. Les ministères se sont calmés en termes de dépenses sur la plateforme Amazon, parce qu'avant, c'était la débandade. Vraiment, là, c'était le branle-bas de combat. Là. Ça faisait ni queue ni tête, là, les achats qui avaient lieu sur cette plateforme-là. Mais après, on voit quand même une diminution marquée. Bon, au fédéral, ça n'a jamais arrêté. Là. Je veux dire, puis l'équipe, elle est presque le double, en fait, du provincial. On parle de 92 lobbyistes. Puis, il y a un phénomène qui est souvent étudié là, dans le domaine du lobbyisme qui s'appelle le phénomène de porte tournante. C'est quand un député ou une députée ou un employé du cabinet là, d'un ministre vient de l'industrie, va dans le gouvernement et ressort et retourne dans l'industrie. Puis ce taux de porte tournante-là est gigantesque au fédéral. Là. On parle, sur une équipe de 92 lobbyistes, on parle... de 66% de ces lobbyistes-là ont des portes tournantes, et pas juste des portes tournantes qu'on dit d'entrée ou de sortie, c'est-à-dire un lobbyiste d'entrée, c'est un lobbyiste qui vient de l'industrie et ensuite de ça utilise sa position dans l'industrie pour rentrer dans le gouvernement, et c'est l'inverse pour de sortie, mais on parle de portes tournantes circulaires. Donc, c'est des gens qui littéralement passent leur temps de l'industrie au gouvernement, à l'industrie, au gouvernement. Et ça amène des dynamiques de pouvoir, puis ça amène vraiment là, des enjeux vraiment marqués, là, vraiment problématiques. Donc, ça, c'est pour le lobbyisme direct. Il y avait aussi, moi, je me souviens, par exemple, sur la dernière législature, sur la transformation numérique de l'État, où, à l'époque, Éric Kerr, qui était ministre du numérique et cybersécurité, avait annoncé... qu'il fallait mettre toutes les données, en tout cas le maximum des données dans les nuages. Et Amazon avait offert des formations gratuites aux fonctionnaires. D'ailleurs, c'est une de ses stratégies les plus fortes, en fait. Hein. Amazon, là,
elle va voir les titulaires de charges publiques, puis elle leur propose gratuitement de venir. Elle offre, de ce que je comprends, là, parce que c'est pas de l'information qui est super claire, là, autant sur son site web que dans les demandes d'accès à l'information que j'ai faites. De ce que je comprends, c'est qu'elle fait annuellement un symposium, un dans l'Est, un dans l'Ouest. Elle invite les gens... préférablement les titulaires de charges publiques, là, donc les gens qui viennent de ministères qui sont dits névralgiques, entre guillemets, à assister à ces journées-là. Puis c'est là où est-ce qu'elle présente ces nouveaux outils qui sont littéralement optimisés pour le gouvernement. Je veux dire, il y a une... Puis ça vient aussi de la proximité, de la relation qu'elle a avec le gouvernement des États-Unis. Tu sais, je veux dire, Amazon et le FBI ont un contrat de... Je veux pas dire un chiffre complètement absurde, mais... un truc comme plusieurs centaines de millions de dollars, voire de milliards de dollars, là, un chiffre complètement absurde. Puis c'est... Amazon, elle le dit publiquement, elle est l'entreprise qui est la plus... Je ne sais pas comment le dire nécessairement en français, mais elle est client-oriented. Elle passe les besoins du client en premier. Ce qui veut dire qu'en fait, elle finit par... en entretenant des relations avec le gouvernement, comme elle le fait, provincial, fédéral, elle finit par écouter les besoins du gouvernement et elle développe des solutions qui rendent le gouvernement complètement dépendant d'elle. Et ça coûte tellement cher de changer ça là, quand arrive une histoire épouvantable comme ce qui vous est arrivé, que ben là, on est pris avec une sorte de capture technologique. Là, on ne peut pas en sortir. Ça s'appelle ça vendor locking dans le jargon, dans l'industrie. Et d'ailleurs, ils vendent aussi du rêve, hein, parce qu'à l'époque, justement, je pense que c'était en 2019, quand M. Kerr avait avec M. Dubé, avaient annoncé ensemble la stratégie infonuagique. Ils avaient annoncé qu'en 3 ans, ça rapporterait, en fait, à terme, ça rapporterait 100 millions par an à l'État en économie, de tout mettre dans le cloud, et qu'on verrait des gains au bout de 3 ans. Et moi, ça fait 4 ans que je suis élu. Ça arrive déjà après les 3 ans, on s'entend. Et à chaque année, j'ai posé la même question. Sur les 100 millions par an, combien de millions on a reçu? Pas de réponse. Bon, combien de centaines de dollars? Peut-être que c'est... Bon, bref, évidemment, vous aurez compris que c'est juste des dépenses. C'est juste des dépenses parce qu'en fin de compte, ils vendent beaucoup de rêves aussi. Ah oui. Puis une fois qu'on a mis toutes les données, c'est-à-dire que ça coûte pas cher, voire c'est gratuit. D'ailleurs, probablement que c'est gratuit pour Amazon. Moi, je connais mieux les services d'Azure, mais l'idée de plus tu mets de données, quand tu les rentres, c'est gratuit. Mais quand tu les ressors, c'est là où tu commences à payer. C'est ça, en fait. Et donc, en fait, tu en mets. D'abord, si tu utilises d'autres systèmes, tu es obligé de sortir pour faire traiter les données ailleurs. Fait que plus ça va, plus tu dis « Ah, ça me coûte une fortune de sortir. Fait que je vais acheter un nouveau module de AWS pour pouvoir tout faire à l'intérieur même de cette affaire-là. » Et plus ça va, plus tu es prisonnier de la technologie. Tu ne peux plus jamais sortir les données des Québécoises et Québécois, entre autres. Faut-il le rappeler, tous ces serveurs-là sont assujettis au Cloud Act. Oui, absolument. C'est pas le seul, hein, en plus, en termes on cite souvent le Cloud Act là, qui est rentré en vigueur en 2018 aux États-Unis, là, qui permettrait, dans des enquêtes juridiques là, à toute entreprise états-unienne, ça permettrait au gouvernement d'accéder aux données, puis l'entreprise n'est pas tenue de divulguer qu'elle a reçu une demande à travers le Cloud Act. Exact. Mais c'est pas la seule. J'ai fait des petites recherches, là, puis je m'excuse encore une fois, je vais devoir aller chercher l'info. Là. En fait, et ça s'applique donc à toute compagnie qui a son head office aux États-Unis. Exact. Quel que soit où sont les serveurs. Oui, exactement. Tous les serveurs qui sont au Québec, ça ne change rien. Le gouvernement pourrait théoriquement y avoir accès. Oui. Il y a une autre chose qui se rajoute à ça, c'est qu'il y a une nouvelle arme qui n'était pas prévue dans la naïveté, franchement, de notre comportement canadien, québécois, qui était de penser qu'on était amis super proches des États-Unis et qu'il ne pouvait rien nous arriver de mal, évidemment, avec ses partenaires hors pair. Et puis maintenant, bon, d'abord, évidemment, il y a le fantasme d'annexer le Canada quand même qui ressort de temps en temps. Mais au-delà de ça, il y a la possibilité pour le gouvernement d'ordonner, sans même passer par la justice, de couper l'accès aux différents systèmes américains. C'est comme ça qu'il y a des juges de la Cour pénale internationale, dont un juge canadien, qui s'est vu couper l'accès à toutes ces cartes de crédit, à tous les systèmes. Je crois même à Microsoft, dans mes souvenirs, dans toute
la série Word. Et donc en plus, la dépendance de AWS devient une arme de guerre. Littéralement, en fait. Pour les États-Unis. Et je pense que c'est important, justement, de contextualiser tout ça parce que ce Cloud Act-là est né d'un litige entre Microsoft et le gouvernement des États-Unis, finalement. Là, en 2013, il y avait une enquête par rapport à des stupéfiants, je ne sais pas trop, là, à l'international. Puis, le gouvernement a demandé à Microsoft de lui donner accès à une boîte courriel qui était hébergée en Irlande. Microsoft était comme absolument pas. La boîte de courriel, elle est dans un autre pays. On n'a pas de juridiction. Puis c'est à partir de ça, en fait, ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Puis quand ça s'est rendu à la Cour suprême, juste avant que le jugement soit déposé, le Cloud Act a été passé. Puis la Cour s'est jamais prononcée, en fait, sur cette question-là. Fait que c'est quand même vraiment litigieux. Là, puis c'est vraiment... je pense que c'est des trucs qui sont super techniques, super compliqués. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que nos données, si elles sont hébergées là-dessus, elles ne sont pas en sécurité. Il y a aussi... le Foreign Intelligence Surveillance Act, le FISA, qui est un autre porte là, pour le gouvernement des États-Unis d'aller chercher ces données-là. Là. Puis j'étais surprise d'apprendre ça, mais j'ai appris qu'il y a un décret présidentiel qui a été signé en 81 par Ronald Reagan, qui lui aussi pourrait être utilisé pour aller chercher ces données-là. Fait que, je veux dire, peu importe que l'administration soit démocrate, qu'elle soit républicaine, l'opportunité est vraiment... Il n'en manque pas là, pour aller chercher nos données sans qu'on le sache. Puis ce qui m'a vraiment fait rire, d'ailleurs, c'est la réponse d'Amazon à tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu un peu. Non. C'est incroyable. Amazon s'est assez rapidement reviré sur un dixaine, là, comme on dit en bon québécois. Puis elle a créé un outil. J'oublie le nom de l'outil, mais finalement, c'est une espèce de garde-fou qui empêcherait le gouvernement états-unien d'accéder aux données. Puis je pense que c'est quelque chose en tout cas, je peux pas imaginer qu'elle n'en parle pas au gouvernement qu'elle démarche. Là. Puis grosso modo, c'est comme si cet outil-là, il y a 2 niveaux de sécurité. Tu sais, il y a le niveau de sécurité de Amazon, mais là, même si Amazon elle donne accès à ça, il y a une clé, puis la clé, c'est le client qui l'a, fait que les données seraient protégées. Tu sais. Pour tout ce que ça veut dire en toute transparence, là, mais... Oui. C'est pas... Je vais te prendre ma casquette d'informaticien, c'est pas impossible, mais c'est compliqué et de mon expérience, personne le fait. C'est ça. Ça s'appelle BYOKey, Bring Your Own Key. Fait que la clé d'encryption, elle n'est pas chez Amazon. Elle est chez le client. Elle est chez le client et donc à chaque fois que tu as besoin d'accéder à des données, le seul qui peut décrypter, c'est pas chez Amazon, mais toute l'infrastructure de la clé. Mais bon, dans les faits, c'est très, très compliqué. Et puis, tu sais, il y a d'autres scandales. Hein. Il y a aussi le fait que cette clé-là, parce que, en fait, dans 99% des cas, la clé, elle est chez Amazon. C'est les travailleurs d'Amazon chez AWS. Il y en a au moins un qui a juste pris la clé d'un des clients, qui a décrypté les données et qui est allé les vendre et qui crée des graves problèmes autres que même le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème, évidemment, tout simplement de gens à l'intérieur de ces structures-là qui décident que des données ont de la valeur et qui vont partir avec. Fait qu'il y a toutes sortes de problèmes qui entourent ça. Ouais. La meilleure manière de sécuriser des données, c'est de ne jamais les stocker, déjà. Bon, et puis ensuite, il vaut mieux les stocker chez nous plutôt que... Ce qu'on faisait avant, d'ailleurs. Oui, exact. Absolument. Ouais, absolument. L'aspect ridicule. Oui, là, il y a les problèmes de... alors, d'abord, pour ne pas rassurer les gens qui nous écoutent, il y a énormément de nos données donc, qui sont chez Amazon ou chez des clouds ou des compagnies américaines. Prenons un exemple au hasard. Quand vous allez inscrire vos enfants pour des files d'attente pour qu'ils puissent avoir une place en garderie, donc vous mettez le nom, l'âge, la date de naissance, les parents, etc., le courriel, le téléphone, l'adresse, bon, tout ça est dans un cloud américain. Qui peuvent très bien être stockés au Québec, mais ça ne change rien au fond de l'affaire. Et quand on voit toute la criminalisation qui se fait après coup, les gens disent beaucoup « moi, j'ai rien à cacher, ça ne me gêne pas, etc. » Dans les faits, les lignes, elles se déplacent, surtout en ce moment, et on peut avoir rien à cacher aujourd'hui. Bon, moi, je considère à dire que l'État n'a pas évidemment utilisé des données pour autre chose que nous servir, mais au-delà de ça, évidemment, le monde change et on peut se retrouver à avoir rien eu à cacher avant et que la ligne rouge, elle bouge. Là. Absolument. Dans les luttes antifascistes, on voit qu'on criminalise tous les camarades qui luttent contre le fascisme au sud de nos frontières. Dans les questions même d'accès à l'avortement, on voit que maintenant c'est interdit, fait que si on a des données de santé pour une femme
qui vient, par exemple, des États-Unis ici pour se faire avorter, il est évident que c'est des données qu'on ne veut pas. Et puis ça, il y a 5 ans, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, ça le devient. Fait que la ligne, elle bouge et puis il faut prévoir tout de suite que la réponse est non. On ne touche pas à nos données. Absolument. C'est super intéressant d'ailleurs parce que le gouvernement a eu une réaction un peu trop tardive, je dirais, là, à tout ça, le Cloud Act et tout. Je veux dire, le Cloud Act est rentré en vigueur en 2018, puis les contrats avec Amazon ont été commencés à peine à ce moment-là, mais il y en a eu des dizaines par la suite. Puis la réponse, ça a été en fait de catégoriser les données. Il y a 3 niveaux de catégorisation de données. Je suis encore en fait en attente de clarification de la part du MCN là, par rapport à la catégorisation de ces données-là, là, parce que je les comprends plus ou moins, mais vraisemblablement, ce que je comprends, c'est que comme ce que tu viens de dire, Haroun, il n'y a pas de catégorisation pour les données en éducation. Ou les données de formulaire. Là. Les données de santé, je crois qu'il en a maintenant, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un énorme... je veux dire, il y a eu une vague de médiatisation, puis tout le monde était vraiment choqué. Fait que le gouvernement a réagi, mais il y a encore des gros gaps dans ce qui a été mis en place par le gouvernement. Là. Il y a vraiment des trous béants. Là. Il réagit, mais je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi le résultat des demandes d'accès à l'information. Là, parce que concrètement, ce qu'il nous dit, c'est que, je ne sais plus, il y avait ABCD ou je ne sais plus. Bref, il y avait une catégorie qui, elle, devait rester sur un nuage qui appartenait à l'État, donc qui n'est pas un nuage américain, mais concrètement pour le système EPIC, par exemple, qui est une compagnie américaine. Donc, on vient d'installer en pilote pour les Laurentides et puis le nord de l'île de Montréal pour les CIUS. Concrètement, je serais prêt à mettre énormément d'argent, parier beaucoup que le système ne fonctionne plus si les données de santé ne sont pas à l'intérieur. Et donc, je serais curieux de savoir quelles données de santé ils considèrent qui n'est pas assez personnelles. Que ce soit les prises de sang, les scanners, le nombre de fois que, je sais pas moi, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, les IVG, je veux dire, c'est à quel moment on considère que les données sont pas personnelles. Il est évident, je pense que pour tout le monde, qu'elles sont toutes personnelles et que personne ne devrait avoir accès à ces données-là si ce n'est pour offrir un service de santé adéquat aux citoyennes et citoyens. Et donc, je peux parier, je mets ma parole en jeu, qu'on va être déçus dans la capacité de ce gouvernement à protéger nos données, malgré le fait qu'il nous dit « Vous inquiétez pas, la catégorie, je ne sais plus trop comment, appelons-la D, là, c'est peut-être F, c'est peut-être E, est entièrement protégée, sans jamais nous dire ce qu'il y a dedans. » Parce que c'est un des problèmes. Oui, puis justement, cette espèce de, ces catégorisations-là, je pense que c'est ABC, je me rappelle bien. En tout cas, moi, ce que j'avais vu, c'était ABC, mais j'ai peut-être pas vu la dernière version. Là. C'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé la dernière version à suivre. Mais dans ces catégories-là, c'est écrit super clairement que c'est un guide de suggestion. Donc, c'est laissé à chaque ministère. Puis moi, c'est une des choses qui m'a sidérée là-dedans, c'est le manque de centralisation de directives. Je veux dire, moi, personnellement, je ne comprends pas comment des données comme ça peuvent... Il y a 23 ministères. Là. C'est du monde. Là. Puis c'est des directions différentes, c'est des visions différentes, c'est des objectifs opérationnels différents d'un ministère à l'autre. Puis il n'y a pas de... Moi, ça me sidère. Là. On laisse ça vraiment à la direction informationnelle en place dans le ministère. C'est elle qui décide, c'est elle qui évalue, puis c'est elle qui... C'est ça. Je trouve que c'est ça. C'est comme trop de... C'est trop de silos, finalement. Là. C'est des données qui sont beaucoup trop névralgiques pour que ces décisions-là soient prises en silos. Ça me... Absolument. C'est la recommandation numéro 1 du rapport Galland. Oui, en effet. C'est de... Je me rappelle avoir bien lu. C'est de centraliser un groupe d'experts au niveau du ministère pour pouvoir justement assurer qu'on comprend ce qu'on fait et puis qu'on ne se fasse pas passer des sapins par les compagnies, entre autres Amazon, mais pas seulement compagnies de consultation. Beaucoup. Les McKinsey de ce monde. Oui, les McKinsey de ce monde. Moi, j'ai travaillé avec toutes. Je les ai vus faire, j'ai travaillé avec toutes dans mon ancienne vie. Et c'est plein de gens très, très compétents. Hein, je veux dire, vraiment, c'est des gens qui sont très, très, très bons à faire ce qu'ils font. Et puis, McKinsey, ils ont une particularité, c'est qu'ils conseillent absolument tout le monde. Et donc, quand ils arrivent, ils te disent, voici les trends de l'industrie. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont compris où est-ce que l'industrie s'en va. C'est juste qu'ils ont donné le même conseil à tout le monde, fait qu'ils sont capables de dire que tout le monde va vers là. C'est incroyable le pouvoir qu'ils ont.
Peut-être pour revenir sur les questions syndicales Ouais. et anti-syndicales, je vais te poser une question difficile, Benoît. OK. C'est l'idée de dire, ouais, mais ils ont tous perdu leur job. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée Mhm. de se syndiquer? Tu réponds quoi à ça? Ben, c'est une bonne question. Dans le sens que, je veux dire, au final, tu sais, Amazon a décidé de. En fait, c'était impossible de faire respecter nos droits. C'est ce que ça semble nous dire. En fait, le droit d'association chez Amazon n'existait pas. Le droit de négocier des meilleures conditions de travail n'existait pas. Donc, t'as un peu deux manières d'approcher ça par la suite. C'est d'un côté, dire, ah ben, dans le fond, les syndicats, c'est pas bon. Dans le fond, il faudrait pas faire ça, il faudrait garder les choses telles qu'elles sont. Puis si on veut garder nos emplois, on est mieux de rien faire. Ou tu peux dire à l'inverse, de dire, OK, on est rendu où on était déjà là, puis on le savait pas, au point où, en fait, les lois qu'on a mis en place, le code de travail, tout ça, en fait, ne s'appliquent pas dans la réalité, en fait. On n'a pas, ces droits-là ne sont que des droits de papier. Puis là, comment on réagit par rapport à ça? Parce que, quant à moi, ça veut dire, ben, c'est le système politique, le système économique qu'il faut changer à partir de là. Si on dit, en fait, qu'il y a les droits sur papier, tu peux en fait, c'est juste de la mascarade. Parce que quand tu les mets en pratique, en fait, tu perds ta job. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça ma réponse. C'est de dire, ouais, peut-être qu'on n'aurait pas dû se syndiquer, mais dans ce contexte-là, ça veut dire que moi, je veux dire, ben, il faut changer le système économique, politique en place. Parce que sinon, tout ce que Amazon faisait, si tu me dis, ça, c'est acceptable, ça devrait continuer, je t'inviterais à checker tes valeurs puis un peu à repenser ta vision du monde, tu sais. Parce que n'importe qui a travaillé là, c'est que ça n'a pas de bon sens. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont syndiqués et qui font partie du syndicat. Leur première réaction, ça n'a pas été d'attaquer le syndicat, ça a été d'attaquer Amazon puis de dire voir qu'ils ont été jusque-là, puis d'être outré encore plus de cette situation-là. Et on les comprend. Non, on les comprend absolument. Puis, fait que moi, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut se poser des questions sur le régime politique qu'on a en place aujourd'hui pour que toutes les choses que tu as dit par rapport au lobbying qui se fait, etc., alors qu'ils sont même pas capables de nous rencontrer une fois. On parle de quasiment 5000 personnes qui ont perdu leur emploi avec les livreurs. Même pas une rencontre, ils n'ont pas été pris au sérieux. Puis c'est ça. Puis le système économique qu'on a en place a fait en sorte que oui, ça s'est fermé. Puis la même chose a été avec une nouvelle compagnie, Intelcom. Pas une nouvelle, elle existait déjà, mais elle a pris de l'expansion, prend en charge les mêmes livraisons qu'avant, avec le même modèle qu'avant, avec des gens d'Amazon qui sont venus les former sur place à Laval, dans leur nouvel entrepôt, qui utilisent probablement, on est encore en investissement là-dessus, les mêmes logiciels qu'Amazon, qui est complètement intégré, fait que c'est les mêmes entrepôts qu'avant. Fait qu'en fait, ça n'a rien fait pour Amazon, en fait. Peut-être qu'ils vont avoir dans 7 ans une amende, mais pour eux, c'est rien. Là, tu vois, 100 millions, 200 millions, ils cachent ça, c'est rien. Et eux, ils peuvent continuer leur modèle économique. Donc, pour moi, c'est cette discussion-là qu'il faut avoir plutôt que de... Parce que si on va vers l'arrière en disant, OK, il ne faut plus syndiquer, en fond, on accepte la misère du monde. Fait que c'est un peu ridicule comme moi. Fait que oui, ça, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à l'instant où ils ferment, ils réouvrent un lien avec d'autres entrepôts ici, une compagnie. Exact. Si j'ai bien compris, qui est en relation en plus avec le frère de Mélanie Joly. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a une historique entre le Parti libéral, certains élus, puis Intelcom, qui date des années 70 parce que c'était avec la privatisation de Post Canada, etc. Donc, il y a toute une histoire derrière ça. Là. Il y a certains journalistes qui ont fait des études là-dessus. Mais bref, Intelcom existait déjà. Puis ça, c'est intéressant avec Amazon, c'est qu'ils n'ont pas leur système de livraison, leur réseau de livraison d'entrepôts, puis de truckers, tout ça. C'est un des réseaux dans lesquels ils utilisent. Ils utilisent Post Canada, ils utilisent UPS, ils utilisent FedEx, ils utilisent Purolator, ils utilisent Intelcom. Tout ce système-là est utilisé. Puis dans le fond, leur algorithme fait juste décider par quel de ces chemins-là le colis peut arriver le plus rapidement. Si c'est leur système d'entreposage, c'est là que ça va aller. Si c'est par FedEx, ça va être par FedEx que tu vas te le faire livrer. Puis là, tu as des choix en fonction du prix, là, si tu n'es pas abonné à Prime. Mais Prime va tout le temps prendre le chemin le plus vite. C'est sûr que son réseau d'entrepôt était top-notch puis était très efficace. Fait que souvent, c'était celui-là. Mais des fois, il y a trop de volume. Donc, ils ont tous ces contrats-là. Fait que c'est très facile pour eux de dire on ferme un de ces réseaux-là. Dans ce cas-là, c'était le leur. Puis on fait juste étendre le réseau. Les autres. Puis celui qui a été étendu le plus, c'est Intelcom. Puis en fait, Intelcom, on a été investigué un peu. J'ai été parlé à des travailleurs devant les entrepôts. Ils ne font que du Amazon. C'est pratiquement que du Amazon. Ouais. Il y a quelques exceptions, mais c'est 95%, c'est Amazon maintenant. Ils ne sont pas syndiqués, évidemment. Non.
Non. C'est un peu le même modèle qu'Amazon, c'est-à-dire que tu as des employés salariés à l'intérieur de l'entrepôt qui, dans des conditions misérables, j'ai vu l'intérieur de ces entrepôts-là, c'est sale, c'est dégueu. Là, ils en ont un nouveau, fait que je sais pas si le nouveau est de même, mais c'était assez terrible. Puis, ils ont un système de livraison par broker, là. Fait que c'est comme quelqu'un qui a ses propres vannes, qui engage des gens qui sont pas directement embauchés par Intelcom, qui sont payés à la pièce. Il faut que tu t'es payé tant de cents par colis livré. Donc, il faut que tu finisses ça. Si ça te prend 15 heures, tu es payé le même nombre d'argent. Fait que tout ce système-là continue. Donc, puis pour ça, OK, c'est légal faire ça. Si c'est illégal, bonne chance pour le prouver. Fait qu'on a vraiment... on agit comme des cons, en fait. On est comme si de rien n'était. Elle va le prouver en cours, mais Chris, tout est évident. On sait qu'est-ce qui se passe, puis on le laisse faire. Fait que c'est ça qui n'est pas d'allure. Et oui. Je serais pas surprise non plus que ce genre de dynamique-là, parce qu'à la fin de la journée, on le répète, mais Amazon, tout est une feuille de calcul Excel. Fait que je serais pas surprise que ce genre de dynamique-là, on ferme un entrepôt qu'Amazon possède, puis on fait juste remplacer ça par un autre réseau de livraison, se produisent dans d'autres provinces au Canada. Je veux dire, la Colombie-Britannique, en ce moment, c'est le seul syndicat qui a reçu sa reconnaissance de la part de l'organisation qui est responsable de la reconnaissance des syndicats dans cette province-là, mais ils n'ont pas encore de convention collective et ça va faire 1 an et demi, je pense, qu'ils sont en négociation. Je ne serais pas surprise de voir que quelque chose de similaire au Québec se produise là-bas. Il y a vraiment en fait, c'est de la hargne envers les travailleurs, travailleuses, là, cette capacité-là, en dans de 3 secondes, de juste complètement fermer des entrepôts, faire perdre des emplois aux gens, puis se revirer sur une scène avec d'autres. Puis en fait, ça enlève un poids puis un risque financier à l'entreprise. Fait que c'est littéralement mieux pour elle de faire ça. En tout cas, on pourra en parler longtemps, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte profondément, là, ce manque de respect envers sans les travailleurs, travailleuses. Amazon n'est rien, là, tu sais. Puis voilà. Non, c'est terrible. Et puis, c'est ça. C'est-à-dire que Amazon, c'est plus que juste profiter du système capitaliste à son max. Ça le définit en ce moment. C'est vraiment effrayant. Et puis, évidemment, dans ce système-là, dans la feuille Excel, il y a ressources ordinateurs, il y a ressources humaines. Je veux dire, c'est tout des ressources. Et puis, entre ça et sortir des cailloux pour faire des serveurs, ça change rien dans leur calcul. C'est terrifiant. Puis, une autre chose aussi, je pense, qui est important à rajouter, parce qu'Amazon, c'est gros, fait qu'on en parle souvent, comme un des pires employeurs, etc. Puis c'est vrai dans le sens que massivement, la manière qu'ils exploitent et oppriment les travailleurs, c'est assez important. Mais quand je parlais aux travailleurs sur place, les premiers mois que je travaillais là ou que je parlais aux travailleurs dans les autres entrepôts, ils me disaient « Ah, mais tu sais, Amazon, ça reste mieux que telle autre place. Amazon, ça reste mieux que telle autre place. T'es un esti de malade. Pourquoi tu dis ça? C'est où tu as travaillé, Calis? Puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la plupart de ces gens-là, en fait, c'est comme des travailleurs immigrants récents, demandeurs d'asile, etc. Mais pour eux, Amazon, c'est peut-être le seul emploi où il y avait des assurances. Amazon avait des bonnes assurances quand tu avais ton badge bleu. Après, tu étais blessé puis tu étais renvoyé. Fait qu'au final, c'est plus un rêve que la réalité, mais tu avais des assurances. Tu avais des vacances, tu avais des congés, etc. Puis, ironiquement, ils se blessaient moins qu'à d'autres endroits, même si c'était des taux complètement fous. Puis, qu'on réalise, c'est qu'en fait, en dessous d'Amazon, tu as des centaines de compagnies au Québec, peut-être plus petites, mais quand même qui peuvent devenir de grands capitalistes aussi, qui traitent les gens encore pire que ça. Donc, peut-être pas la même méthode technologique, peut-être que c'est un peu plus archaïque comment ils font les choses, mais qui traitent les travailleurs migrants de manière encore pire. Good Food a été nommé par un des travailleurs comme j'ai fait 2 chiffres, je suis parti, c'était infernal. D'autres entrepôts là, dans le coin de Saint-Laurent, etc., que les gens ont travaillé, ils trouvaient que c'était même pire qu'Amazon. Donc, il faut réaliser ça aussi après ça, parce que ça, c'est toutes des choses qu'on n'entend pas parler. On a parlé beaucoup d'Amazon, mais imaginez tous ces milliers-là, dizaines et centaines de milliers de travailleurs migrants pour la plupart, qui occupent ces postes-là, qui font fonctionner la société, mais qui sont tous pas syndiqués, que tous les droits ne sont pas respectés, et que en final, c'est le grand patronat qui prend avantage de ça. Puis ça, on n'en parle pas dans les médias, cette réalité-là. On pense que tout le monde est syndiqué, blindé. Encore là, les syndiqués sont pas si blindés que ça, mais il existe toute une couche en dessous de ça aussi qu'on ne parle jamais. Ouais. Puis souvent, c'est des gens qui peuvent pas voter en ce moment, qui peuvent pas s'exprimer politiquement, fait qu'on s'en fout d'eux aussi, au final. Fait que ça, c'est aussi un truc à réfléchir sur tout le système économique qu'on a en ce moment, puis que c'est pas juste Amazon est une exception. Non. C'est un exemple qui est comme très gros, mais qui représente, en fait, la réalité du terrain partout. Oui. Fait que,
On a parlé des politiques anti-syndicales d'Amazon. On pourrait en parler beaucoup. Moi, j'ai toutes sortes d'anecdotes sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais notre gouvernement, en parallèle avec tout ce travail qui se faisait du côté d'Amazon, a fait passer le projet de loi 89. On a beaucoup parlé du projet de loi 3 sur les cotisations. Il y avait, avant ça, il y avait le projet de loi 89 qui est devenu la loi, j'ai oublié, 25, 30, 35, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était le projet de loi 89, c'est comme ça qu'on l'a connu. Quel impact ça a sur les travailleuses et travailleurs? Ben, l'avenir nous le dira aussi, parce que c'est une loi quand même qui est rentrée récemment. Puis c'est devant les tribunaux en plus. Devant les tribunaux, c'est sûr. Comme tout ce que fait ce gouvernement avec les travailleurs. Ou les Premières Nations. Dès qu'il y a des droits. Pas mal la seule façon de le faire arrêter. Sauf avec les multinationales étrangères, tout le reste, on conteste. Exact. Mais tu sais, je vais vous donner peut-être 2 exemples, mais tu sais, cette loi-là a déjà eu des impacts. Là. Il y a des travailleuses de CPE en grève, je pense que c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui étaient en grève depuis quelques mois, que là, le tribunal administratif du travail a dit non, vous êtes un service essentiel selon la nouvelle définition de cette loi-là, donc vous devez retourner au travail 3 jours semaine. Donc, déjà là, toute la notion de service essentiel, qui est comme depuis les années 80, quelque chose qui s'étend un peu à coup de différentes lois, vient d'être étendue. Donc là, tu as encore plus de gens qui perdent leur droit de grève ou que leur droit de grève est diminué. Donc, on élimine le rapport de force dans un contexte où le rapport de force syndicale, on y reviendra peut-être, n'est pas si fort que ça, comparé à ce que certains médias disent. Et ensuite, on vient en fait légiférer sur comme le droit de... On fait des lois spéciales, mais là, c'est comme tu n'as plus besoin de faire de loi spéciale, c'est dans la loi là, que le ministre peut dire « OK, la grève est finie, voici », puis de décréter les conditions de travail. Pourquoi tu dis pas si fort que ça? Je serais curieux de t'entendre. OK, je veux dire, si tu regardes les grèves récentes, justement, tu sais, je veux dire, les médias disent les syndicats, ils ont des trop bonnes conditions, les secteurs publics, ils ont fait des grèves, puis leur gain était bien trop immense, puis là, ils mettent sur le dos de ces gains-là la faillite de l'État aujourd'hui, etc. Mais je pense que c'est l'IRIS qui avait fait une recherche un peu sur l'augmentation du coût de la vie du pouvoir d'achat des syndiqués. En fait, c'est au mieux, c'est stable. Donc, on n'a pas un rapport de force des travailleurs qui est trop grand. Pas du tout, en fait. Je veux dire, avec toutes les fermetures d'usines qu'on a vécues, les coupures de postes dans le secteur public, toutes ces choses-là, les syndicats ont été impuissants pour des raisons que le gouvernement est autoritaire puis il n'écoute pas, mais aussi parce que les syndicats ne sont pas capables de trouver des nouvelles manières de lutter contre ces choses-là. Donc, il y a où le rapport de force des syndicats? Tous les projets de loi de réforme dans l'éducation, en santé, ils ont passé. Là. C'est pas juste ton salaire. À part les médecins qui ne sont pas syndiqués. Oui. Exact. Et puis, on a compris, les médecins, il ne faut pas les embêter. Donc, pour moi, on n'a pas un problème que les syndicats ont un trop gros rapport de force. Au contraire. Honnêtement, les travailleurs de la STM, ça, je pense que c'est un autre impact du PL 89. Il n'a pas été utilisé, mais c'était une épée de Damoclès sous les négos. Les politiciennes attendaient, disaient, là, si on continue la grève, blablabla, il faut vraiment qu'on arrive à une entente, sinon... Fait que là, ils ont fini par arrêter leur grève parce qu'ils voulaient pas se faire imposer quoi que ce soit, mais clairement, la STM, ça l'a teinté les négos, puis ça n'aurait pas fini comme ça nécessairement sans cette loi-là. Là, ça va être la même chose pour les prochaines négos du Front commun, parce que là, tout le backlash des dernières augmentations salariales qui n'avaient pas d'allure, là, ils vont arriver et vont dire, là, on vous a donné ben trop la dernière fois, on va rien vous donner. Puis là, le monde va dire, OK, mais est-ce qu'on va aller voir une loi spéciale? Pas une loi spéciale, mais que cette nouvelle loi-là va être utilisée. Ça change complètement les stratégies syndicales. Puis si tu veux vraiment... Parce que la définition, pour qu'on soit clair, la définition de ce qui est essentiel est très floue dans la loi. Fait que dès que ça embête les gens... Et puis je rappelle qu'un peu l'objectif d'une grève, c'est d'embêter quand même. C'est ça le but, en fait. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Exact. Oui, c'est votre faute. Il fallait quand même viser le poste de député. Parce que nous, on n'a rien demandé. On a obtenu 30% d'augmentation en une année. Et ensuite, on a eu toutes les augmentations du service public qui sont accrochées sur les 30%. Voilà. C'est comme si... je trouve ça tellement... on est dans un monde en ce moment où est-ce que les droits sont bafouillés systématiquement. On crée un système qui, en fait, rend la syndicalisation presque... En fait, pas presque, c'est une nécessité de protection contre les gigantesques multinationales de ce monde qui... si t'es pas syndicalisé, t'es pas un humain, là, tu n'existes pas pour eux, tu sais. Mais en même temps, on ajoute à ça, c'est OK, on va se syndiquer, mais là, après, c'est
le contournement de cette loi-là fait que c'est difficile, tu peux pas... Ça, je pense que ça va être un enjeu, des questions dans le monde syndical, que moi, j'ai mes opinions, mais que d'autres ont d'autres opinions. Il faut avoir ces discussions-là, je pense, au sein du mouvement syndical. C'est que si on utilise comme rapport de force, au final, le code du travail, parce que tu dis, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Mais après ça, ben, tu te ramasses avec eux, ils vont pas l'écouter, il faut être devant les tribunaux, puis là, tu as ce processus-là de judiciarisation du syndicalisme, qui fait que même quand tu gagnes, on dirait un peu que tu as perdu, parce que dans la réalité, tu as perdu sur le terrain. Tu sais. Ça coûte tellement cher. C'est un truc en termes de temps, en termes d'argent, là, en termes d'énergie. C'est du travail gratuit. C'est démobilisant parce que c'est pas les travailleurs collectivement qui ont cette victoire-là, c'est un expert, un avocat, un conseiller. C'est pas pour les démoniser, ces personnes-là, c'est juste que c'est des professionnels qui font une job pour représenter des gens qui sont en fait pas mobilisés nécessairement par cette victoire-là. Absolument. Puis je pense que c'est ça un peu, tu sais, que le PL89, il va falloir commencer à réfléchir aussi, c'est que combien de temps on va écouter ces nouvelles lois-là? Quand est-ce qu'on va dire c'est illégitime ces lois-là, puis on va pas les appliquer? Là, mettons, sur le PL3, c'est intéressant, certains syndicats ont commencé à dire, ben on a analysé ça, puis c'est inapplicable, on va continuer comme c'était avant sur certains aspects de la loi. Mais ça, je pense que c'est positif, dans le sens que commencer à dire que quand le gouvernement, il fait juste attaquer les droits du monde, à un moment donné, de dire, ben là, on va arrêter de respecter puis de jouer, s'il vous plaît, dialogue social, parlez-nous, pendant qu'on se fait matraquer. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des conséquences à ces actions-là. Puis je pense que c'est vers ce syndicalisme-là qu'il faut aller pour avoir un vrai rapport de force. Parce que combien de projets de loi comme ça on peut encore endurer? Parce que je veux pas... Il va falloir gagner devant les tribunaux, parce que ceux-là sont des reculs qu'il va falloir réussir à... Ça prend des années. Ça prend des années et beaucoup d'énergie. Puis rappelons aussi que les plus grandes avancées des travailleuses et travailleurs ne se sont pas faites devant les syndicats. Sans commencer, d'ailleurs, même les processus pour pouvoir être syndiqué, pour pouvoir faire la grève, ça s'est fait dans la désobéissance civile, qui n'est pas mon rôle comme député. Non. Mais je comprends que d'autres l'utilisent comme instrument politique et c'est quelque chose de tout à fait normal. Peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, c'est quoi? Donc toi, tu disais, vous sortez quelque chose au mois de septembre. Je comprends que tu as laissé... Pardon? À la rentrée, oui. À la rentrée, donc en plein pendant les élections. Ça va être très bien. Et il y a quelques scoops que tu nous as pas donnés, mais on va rester à l'affût. Vous, à Attaque Québec, et peut-être c'est une grosse question, mais ça, est-ce que vous préconisez est-ce que même c'est votre rôle de préconiser un boycott total, de dire le gouvernement il doit juste couper toutes ses relations avec ce monstre ou pas? Je pense que c'est un discours qu'on devrait avoir, c'est une conversation qu'on devrait avoir dans l'espace public. C'est vraiment c'est une excellente question. Je regardais beaucoup en Europe. Le Parlement européen, en fait, a voté, et là, je ne peux pas me tromper sur l'année, mais je pense que c'est en 2023 ou 2024, un ban complet des lobbyistes d'Amazon dans le Parlement européen. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Et ce n'est pas que les lobbyistes d'entreprise, c'est les lobbyistes conseils qui les représentent aussi. Et là, je me demande, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mais je pense qu'il faut qu'on en parle, puis il ne faut pas qu'on ait peur d'essayer de cadrer ces gigantesques multinationales-là qui, vraiment... prennent toute la place. Là. Ce ne seront pas elles qui vont s'auto-cadrer. Là. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout en l'autoréglementation. Là. Une entreprise, ça sert à faire du profit, puis ça va toujours œuvrer en ce sens. Ça ne va jamais déroger de ça. Elles ont au moins le mérite d'être transparentes. Elles le disent elles-mêmes. Mais je pense que c'est ça. Ça doit être un discours sur la place publique qu'on doit avoir. Puis il faut aussi, je pense, que les politiciens, politiciennes, les députés prennent position là-dessus, qu'ils n'aient pas peur. Mais en tout cas, moi je t'admire, Haroun, là, en chambre, tu étais toujours le premier à prendre position, puis tu n'avais pas peur de nommer les choses comme elles le sont. Puis il y a tellement de politiciens et politiciennes qui ne le font pas. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a du cynisme, puis les gens ne votent plus. Posez-vous pas de questions. Là, 1 + 1 = 2. Et là, évidemment, je parle en mon nom. Là, je ne parle pas au nom d'Attaque, juste clarifie. Mais voilà, je pense que pour ce qui est, c'est ça. Là, je ne sais pas si la solution, c'est un boycott complet, parce que je suis quand même consciente que peut-être à terme, ça pourrait en être un,
Mais tu sais, encore une fois, tu sais, on parle vraiment d'une capture. C'est des projets de centaines de millions de dollars qui ont été investis puis qui ont été développés dans tous les ministères. Ça sera pas facile de couper les ponts avec Amazon. Tu sais, ça sera vraiment pas simple. Puis après ça, la réalité aussi, c'est que si c'est pas Amazon, c'est qui? C'est Microsoft. Tu sais, je veux dire, on passe potato par potato. Là. On s'entend que c'est pas mal la même chose. C'est un autre multinational. Donc, on n'est pas... c'est ça, on n'est pas sorti du bois. Je pense que la solution, c'est peut-être vraiment de miser sur la souveraineté numérique, puis une vraie souveraineté numérique, là, pas l'espèce de dénoncé de politique que le gouvernement a sorti il y a quelques mois, là, qui ne veut pas dire grand-chose entre vous et moi. Qui permet d'avoir plein de contrats avec Amazon quand même. C'est ça, en fait, littéralement. Là, l'objectif numéro 2, quand on lit les détails de l'objectif, c'est écrit mot pour mot. Il y a une phrase. Dans l'objectif de préserver les investissements majeurs en TI au Québec, le deuxième paragraphe, c'est préserver les investissements majeurs en TI, y compris ceux provenant de l'étranger. Donc, tu sais, le gouvernement présente cet énoncé-là comme étant la solution, qu'on va commencer à investir dans des solutions qui sont québécoises, qui sont créées, conçues, développées puis hébergées au Québec. Mais après ça, il y a ça dans l'énoncé. C'est comme ça fonctionne pas. Il faut que les babines suivent ou que les bottines suivent les babines. Là. Je me rappelle plus trop c'est quoi le dicton, mais vous voyez ce que je veux dire. Là. Donc, voilà. Et Benoît, de ton côté, la lutte continue comment? Oui, c'est sûr que nous, on a fait une campagne de boycott. Donc, on invite tout le monde à continuer à boycotter Amazon ou de le commencer si vous ne l'avez pas fait. C'est sûr que ça ne va pas changer le monde de faire un boycott, mais je pense que c'est faisable. Je le fais depuis maintenant plus d'1 an, de ne pas acheter sur Amazon, de ne pas écouter rien sur Prime, etc. C'est très faisable. La vie continue, c'est correct. Mais c'est sûr que c'est pas le boycott qui va remplacer ça. Donc moi, j'invite surtout les gens à s'organiser et s'engager dans la lutte, à venir avec Alliance ouvrière si vous voulez nous aider à organiser des milieux de travail et organiser votre propre milieu de travail. Puis surtout de commencer à remettre en question ce système économique et politique-là qui permet à Amazon d'exploiter et d'opprimer les travailleurs de cette manière-là. Exact. Fait que tant que le système sera basé sur une exploitation vraiment violente des travailleuses et travailleurs, et tant qu'en plus, de l'autre côté, sur les données, qui est une autre partie qui n'a rien à voir, on se retrouve avec une compagnie qui est maître d'une des choses qui nous est les plus chères à l'ère du numérique, qui sont nos données personnelles. Il faut absolument trouver des solutions alternatives ou réussir à tordre le droit à ces multinationales. Et les deux solutions sont compliquées, mais il va falloir réussir les deux. Sur cette note, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre conversation et je vous souhaite une bien belle journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.